Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour comparer ensemble les formateurs en ligne avant 2015 et après 2015. Et tu vas voir que je vais te révéler des choses aujourd'hui, on va parler de certains formateurs, on va donner des noms, on va parler de certains trucs qui vont te plaire et surtout je vais t'expliquer pourquoi je vais comparer ces deux périodes, avant 2015 et après 2015, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui il va falloir que tu te méfies comme de la peste de certains formateurs. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Mais avant de commencer ce podcast, il y a également un groupe Telegram. Je me suis mis à Telegram parce que c'est la mode et c'est pas que la mode, c'est parce que c'est vrai que WhatsApp ça a commencé à me saouler pour plein de sujets et j'ai commencé à essayer un peu Telegram, etc. Et je remercie un gars qui était mon cobaye qui s'appelle Guillaume. Guillaume, si tu m'écoutes, je te remercie d'avoir été mon cobaye sur ce sujet. Voilà. Alors écoute, t'as le Telegram juste en bas. Tu peux cliquer dessus, je partage un peu ma vie, je me tale un peu de photos. En fait, je mets tout ce que je peux pas mettre dans mes podcasts, tout simplement. Même des petites vidéos, des petits contenus images, des petites photos. Je vais même te mettre des petites captures d'écran. Bref, tout ce que je peux pas faire, je te partage des astuces, des idées. Bon, bref, il y a plein de choses. Tu cliques dessus, tu rejoins, s'il te plaît. C'est un canal Telegram et tu vas kiffer, voir ce qu'il y a dedans. On parle de beaucoup de choses là-dedans. Allez, on y va pour le podcast. Alors, je vais comparer la période de 2015. 2015 a été une année charnière, ça a été un peu l'apparition des vlogs, qu'à 2014-2015, tu me pardonneras. Ça a été l'année où vraiment les vlogs ont commencé à apparaître. Et à partir de là, il y a eu des gens qui ont commencé à avoir de l'audience. Alors, il faut que tu comprennes quelque chose. Avant 2015, on va dire entre 2005 et 2015, vraiment pour faire large, il s'est passé 10 ans où les sites ont évolué, il y avait du référencement Google, il y a eu AdWords, il y a eu vraiment une petite histoire sur Internet qui a un peu bougé. Tu te rappelles de Dailymotion peut-être en 2005, etc. En fait, je parle de 2005 parce que YouTube est arrivé en 2005. Moi-même, j'ai commencé la guitare, c'était à cette époque-là, et je suis tombé sur une nana qui, j'adorais sa musique, elle faisait des compositions, et j'adorais sa musique, et je me suis dit, mais c'est génial et tout, et cette nana m'a accompagné en fait malgré elle, tu vois, à travers YouTube, j'ai trouvé ça génial. Et puis en 2007, il s'est passé un truc. Tous les haters sont arrivés sur YouTube. Avant YouTube, je sais pas si t'as connu cette époque, mais avant 2007-2008, tu pouvais aller sur YouTube, les commentaires, je sais pas, ce monde existait, les commentaires étaient bienveillants, les gens étaient gentils, les gens aidaient, soutenaient, c'était vraiment génial. Maintenant, il y a que des haters partout, depuis 2007-2008, là, c'est parti. Je me rappelle être dans ma chambre quand j'étais jeune et tout, et de me dire, mais c'est quoi ce bordel, tu sais, genre, j'ai l'impression que c'est fait d'une semaine à l'autre, tu vois, le truc. Et je trouvais ça assez incroyable. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que tu vois, à l'époque, cette bienveillance et tout ça, moi, cette nana, elle m'aurait dit, vas-y, moi, je t'aide un peu et tout. D'ailleurs, elle l'a fait. J'ai eu un ami sur Facebook, on a discuté, etc. Elle m'avait aidé, tu vois, c'est génial. Et ça, c'était des périodes qui étaient vraiment fantastiques, et peut-être tu l'as connu. Alors, t'es peut-être un peu plus vieux, un peu plus jeune que moi, peu importe. Mais peut-être t'as connu cette période où vraiment, il y avait cette forme d'entraide. En fait, avant 2015, tous les formateurs étaient dans l'entraide. Et ça, c'était assez génial, tu vois. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, le premier qui fait du business depuis 10 ans, je sais très bien que c'est capital d'avoir des partenaires, tu vois, on parle de concurrents, mais c'est pas des concurrents, c'est des partenaires. Et je voyais que ça émulsifiait un peu, tu vois, moi je suis un peu le game depuis le 2010, etc., comment ça évolue, tout ça, et je me rends compte que finalement, ceux qui sont toujours là, c'est ceux qui étaient là avant, et ceux qui étaient là après ne sont pas forcément toujours là. Alors, il y en a qui sont toujours là après 2015, mais ceux qui étaient là avant 2015 restent. Alors, on pense à qui ? Et là, je vais faire un peu de pub, parce que j'apprécie beaucoup Sébastien Tissier, tu m'as probablement vu d'ailleurs dans des conférences à lui, etc., quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis je l'apprécie parce qu'en plus il y a une histoire qui est assez incroyable et je te la donne dans ce podcast. C'est que avec Sébastien, où que j'allais entre 2012 et 2014, où que j'allais, je voyais sa gueule partout, où que j'allais. Et alors soit j'arrivais avant et il arrivait après, soit j'arrivais après, tu vois, il arrivait avant. C'est assez incroyable, on s'est suivi, etc., parce qu'on est assez proches quand même. C'est quelqu'un qui fait un peu de mailing, etc., depuis quelques temps. Donc du coup forcément on était dans des lieux qui étaient assez communs en fait, et c'est ça qui était assez extraordinaire. Et puis un jour il a lancé son truc, je me rappelle plus comment ça s'appelait à l'époque, je crois qu'il n'a pas changé, je crois que c'était Black Hat Marketing, et du coup c'était génial parce que tout simplement à partir de là il y avait des choses qui étaient hyper intéressantes, et tu vois, ces personnes sont vraiment dans le partage. Alors on peut parler aussi
Alors je le connais pas forcément personnellement, mais on peut parler de Jean Rivière également, que tu dois probablement connaître, qui était quelqu'un qui, depuis le départ, a aidé, je pense, des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui à se lancer en ligne. Alors, en plus c'est quelqu'un qui est assez accessible d'un point de vue pédagogique, j'entends, et je trouve ça génial. Et je parle de ça parce que ces formateurs-là, je peux en citer d'autres, hein, mais ont toujours été là parce qu'il y a eu cette démarche de se soutenir, d'entraide et de partage surtout de la communauté. Quand t'es chef d'entreprise, tu le sais, et je pense qu'on est tous passés par là, notamment Sébastien et probablement Jean également, c'est tout ce qui est à base de salariat, à base de partenaires, de prestataires, c'est chiant, ça fait chier, risquer des prud'hommes, des machins, des avocats, des bidules, c'est chiant, et nous, le seul truc qu'on veut, je dis nous, parce que je me mets dedans forcément, moi je le faisais, alors pas sur le YouTube Game, tu vois, je le faisais à d'autres endroits, je partageais avec mes partenaires des astuces pour le mailing, je partageais des choses, on avait des forums où on se regroupait, etc. On partageait vraiment des choses, etc. Ça, je crois beaucoup que ça va revenir dans l'avenir, cet aspect communautaire. Et du coup, c'est des choses qui forcément t'aider, aider les gens, aider un peu tes concurrents, slash partenaires, slash fournisseurs, slash clients, slash qui tu veux, en fait. Et c'était vraiment génial. Et ça, c'était encore une fois une époque, tu vois, c'est pour ça que je comparais YouTube au début, c'était une époque où, la bienveillance était de mise et tout le monde était là, tout le monde était gentil, tout le monde essayait de partager et aider les autres, tu vois. Puis en 2015, il y a eu une bascule. Alors la bascule, elle s'est faite sur tous ces gros arnaqueurs qui sont arrivés. Alors, là, attention, je veux pas faire de discours diffamatoire, je vais parler de noms, mais je connais pas leur histoire forcément, mais tu vois très bien de qui je parle, d'un mec qui avait 19 ans, qui arrive, qui vient de Suisse, alors pour le coup il y en a deux, mais un mec qui faisait des vidéos, etc., qui aujourd'hui a disparu complètement du YouTube Game, hein, qui a vendu sa chaîne, etc., enfin revendu, en tout cas il a transféré, et cette personne a vendu, on parlait de dropshipping, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme dans tous les marchés, en fait, c'est que t'as on va dire des novateurs ou des leaders du marché qui arrivent, par exemple, on va dire sur la formation, et t'en as après dans la formation qui se décline par niche. Et dès que t'as une niche qui devient un peu plus accessible grâce aux outils, parce qu'au fur et à mesure du temps, les outils évoluent et deviennent de plus en plus simples, et là, il y a toujours quelqu'un, ça marche toujours comme ça, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit ok, moi je deviens en fait le mec qui est accessible pour tout le monde, parce qu'on peut parler des autres, mais je veux dire, moi le premier sur mon podcast, tu vois, je suis pas forcément hyper accessible pour les débutants, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, parce que pour moi je trouve ça trop compliqué d'expliquer que le problème c'est eux, de se lancer, de machin, etc., et je trouve que c'est une perte de temps inutile, et je préfère, c'est très personnel, je dis pas que c'est ça, mais c'est parce que je trouve que, en fait, aujourd'hui, tu peux pas te consacrer efficacement à 100 clients débutants, c'est pas possible, ça prend trop de temps en fait. Ou alors tu délègues et machin, tu construis une usine à gaz et donc en fait ça ressemble pas à ce que tu veux faire. Donc en fait c'est assez évident. Et donc ce qui se passe, c'est que dès que t'as quelque chose qui est accessible, comme le dropshipping, clairement, moi sache que je faisais du dropshipping avant 2015. Écoute un truc, je sais pas si t'as connu cette période, parce qu'aujourd'hui on parle du dropshipping depuis à peu près 2015-2016, voire un peu après. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant le dropshipping, c'était ça. Tu avais une boutique en ligne, tu avais un fournisseur, tu donnais 50% de ton chiffre d'affaires au fournisseur. Ça, personne n'en parle, parce qu'après, ça a évolué avec les outils comme Shopify, etc. Et Shopify n'existait pas à l'époque. Donc, t'avais tellement de choses. Tu devais passer par des PrestaShop, des machins, tu savais pas trop comment ça marchait, t'avais pas beaucoup de trucs. Moi, je me rappelle, j'avais monté une boutique de trucs de yoga, des tapis de yoga, d'accessoires de yoga, etc. Et de bien-être, et c'était 50% du chiffre d'affaires que tu devais reverser. Tu vois, et ça c'était en 2014-2015, ça existait pas le dropshipping comme tu le connais aujourd'hui. Et donc dès lors que c'est devenu accessible, t'as des mecs qui ont foncé et qui ont pris la niche. Et ça marche toujours comme ça. Et ces mecs-là, c'est pas des pros, c'est des mecs qui ont découvert un petit truc, ça a marché un peu et boum, ils balancent un truc. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu te retrouves à dire ouais, regarde, en plus ils te montrent des chiffres, des trucs, parce que ça marche, parce qu'après les mecs ils sont pas cons non plus, je veux dire, ils savent faire un peu de pub, ils testent, ils machin. Mais tout ça a une synergie. Je vais pas te faire des études de marché, mais tout ça crée une synergie. Facebook est devenu accessible en termes de pub, YouTube est devenu accessible en termes de pub, les gens, il y a Internet qui s'est démocratisé, tiens, il y a un dropshipping qui devient de plus en plus facile et t'as plus à reverser 50% des marges, etc., enfin du chiffre, pardon, etc., etc. Et donc, dès lors que t'as ces outils qui se démocratisent, mais c'est pareil dans tous les secteurs, tu te retrouves avec des mecs qui prennent une brèche, ils ont raison de la prendre, mais c'est pas des compétents. Sauf que c'est ceux qui sont les plus connus, parce que c'est eux qui sont les plus accessibles, ce sont ceux qui s'adressent au maximum de monde le plus simplement possible. Et vu que c'est pas des marketeurs, et vu que c'est pas des bons commerciaux, etc., ils arrivent à te parler et à t'expliquer en fait exactement comme toi ce que tu traverses, et ce qui est très bien, et ce qui fonctionne dans du copywriting, et tu le sais, et du coup, forcément ils raflent tout, ils raflent non seulement la page de vente et donc l'audience, et donc d'un coup ça décolle, il suffit de faire un buzz, un machin, maintenant il y a de la viralité qui s'installe depuis les réseaux sociaux, etc. Donc oui, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus facile d'avoir de l'audience.
Et c'est justement le problème, c'est que t'as des mecs qui arrivent de nulle part et qui ont de plus en plus d'audience de manière de plus en plus facile, et il va se passer un truc de toute façon, et ça arrivera tôt ou tard, moi je t'arrive pas d'éloge sur les 5 prochaines années, il y a des mecs qui vont grave faire de la merde. Et à partir de là, il va y avoir des excités du ciboulot qui vont commencer à dire oh non mais il y a un problème, c'est déjà arrivé sur 2 ou 3 personnes, hein. Ils se taclent entre eux, ils se défoncent la gueule, en mode c'est un arnaqueur, un machin, tout ça et Dieu, là je pense à des trucs de dropshipping, hein. Mais ça va arriver sur tout. Pourquoi? Et c'est très logique, parce qu'en fait ça arrive toujours comme ça. Parce qu'aujourd'hui c'est le Far West, c'est qu'aujourd'hui t'as pas de loi, t'as pas de légalité sur des trucs comme ça, etc. Et donc ces mecs-là, ou ces nanas-là, je connais pas de nanas sur le sujet, mais ça arrivera aussi. En tout cas, il y a des mecs comme ça qui arrivent et qui vont à un moment donné de façon faire de la merde. C'est obligatoire. Ils vont mentir, ils vont machin, ils vont te duper et les gens vont se retourner contre eux, etc., etc. Sauf que la différence par rapport à avant, c'est que maintenant leur gueule on la connaît et que maintenant leur gueule elle est affichée. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu peur de te dire que quand tu progresses et que tu montes ta gueule, bah, qu'à un moment donné tu peux plus faire de la merde, t'as plus le droit de faire de la merde quoi. Il faut faire gaffe à ce que tu postes, faut faire gaffe à ce que tu mets. Et je pense à Yomi Denzel par exemple, qui aujourd'hui a gagné beaucoup d'abonnés grâce à son concours Instagram. Je veux dire, demain s'il te met un post un peu chelou sur un truc un peu bizarre qui peut être interprété de manière X ou Y, il est mort. Alors qu'il y a peut-être 6 mois, il pouvait faire ça, bon, ça passait. Tu vois, donc il faut faire hyper gaffe. Et je te dis ça pourquoi? Parce que, tu vois, Yomi Denzel, par exemple, est quelqu'un qui reste aussi dans le game. Lui, il est arrivé sur le dropshipping, mais il a pas pris la facilité, en fait. Alors c'est peut-être cher, c'est peut-être machin, c'est peut-être truc, et t'as peut-être probablement été déçu par la formation de Yomi. Moi, personnellement, je l'ai pas prise, mais j'ai un ami qui l'a pris, et qui, grâce à Yomi, a fait plus de 300 000 $ par mois sur du dropshipping. Et c'est pour te dire, en fait, que oui, il y en a pour qui ça a marché, il y en a pour qui ça a pas marché, mais ce mec-là est toujours là. Et s'il est toujours là, c'est que ce qu'il fait est pertinent. Donc c'est quelque chose de bête, mais en plus il gagne de l'expérience au fur et à mesure. Alors que tous les autres se sont barrés. Je m'en rappelle, tu vas voir le Suisse de qui je parle, je pense, mais qui était très jeune et qui était quelqu'un, je pense, fondamentalement de bon. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui devait être bon, tu vois. Il est bon, j'en suis certain. Mais le problème, c'est qu'il a mal marketé son truc, il a mal fait son offre, et à un moment donné, il s'est fait retourner à l'envers. Et des mecs comme ça, il va y en avoir de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, il y a de plus en plus de gens qui ont de moins en moins d'idées, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent, parce qu'au moment donné, il arrive un temps où, par exemple, je veux dire, à la fin, le web, c'est de la pub, un produit, et on vend, tu vois. C'est qu'à un moment donné, on arrivera dans une phase où, fatalement, on va se retrouver avec des problématiques à la con, du genre, ok, mais lui, il a mis la même phrase que moi, ah oui, mais lui, il a fait le même truc que moi, ah, mais lui, il va arriver, il va faire ça, et là, ça va créer des petites guéguerres. Et là, encore une fois, ça va être toujours le même truc. Au-delà de ces guéguerres-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des lois qui vont venir se mettre en place. Et les lois qui vont venir se mettre en place, ça deviendra, en fait, hyper normé, et du coup, le Far West aujourd'hui, création de contenu, va largement baisser. En fait, tu pourras plus faire ce que tu veux, tu pourras plus dire ce que tu veux, et regarde bien, ça commence avec la loi Avia, j'ai perdu le nom, je crois que c'est la loi Avia, enfin tu sais, où en gros on va te priver de tes libertés, quoi, clairement. Attention, c'est des robots qui vont gérer pour toi ce que tu dois dire, etc. Donc faut faire hyper gaffe à ça. Et si je te parle de ça, c'est parce que ceux qui sont là depuis quelque temps resteront, en fait. C'est parce que ils ont le savoir-faire, ils ont la technique, ils ont toute l'information et tout le process que toi peut-être tu rêverais d'avoir. Et donc, au-delà de ces process et de ces rêves, il faut comprendre un truc aussi. C'est que des mecs peuvent arriver demain sur un nouveau sujet, je sais pas ce que ça va être demain, un nouvel outil, j'en sais rien, on n'est pas devin, tu vois, mais quand l'email va devenir de plus en plus simplifié, ce qui à mon avis risque pas d'arriver d'ici demain, mais passons, si demain l'email va être de plus en plus simplifié, et ben t'as un mec qui va arriver et qui va dire mais moi regarde l'email machin, il va prendre un truc simple, faire un truc simple, ça va parler à tout le monde et tout le monde va aller chez lui. Et s'il y a un mec comme ça, parce que c'est le sujet que personne arrive à craquer d'un point de vue simple, l'email, faut quand même te le dire, et ben du coup, c'est le mec qui va arriver, qui va réussir à trouver un outil, un machin, un truc, un bidule, nanana, déjà bravo, et ensuite il se dira ok, je vais en faire des formations, il va faire des formations, tu tomberas dedans, et ce sera un arnaqueur, et il va disparaître aussi vite que la lumière, quelques 1 ou 2 ans après. Et c'est évident, parce que en fait, ça marche toujours comme ça. Donc, ce que je veux te dire là-dedans, c'est quoi? C'est que t'as des mecs qui font de la merde, et quand ils font de la merde, tôt ou tard, ça se sait. Et faire de la merde, c'est faire croire des choses, ou imaginer qu'on a de l'expérience alors que c'est faux, ça revient à des mensonges, en fait. Et en fait, plus ça avance dans le temps, plus des choses se resserrent. Parce que les mecs sont pris dans une spirale. Tu vois, moi, je combats le mensonge, c'est pour te dire que, par exemple, dès lors que tu mens, c'est fini. Quand tu mens sur Internet, c'est fini. T'es obligé de t'enfermer dans ton mensonge. Si en plus tu dis de la merde, et qu'en plus tu mens, à un moment donné, ça va te rattraper. Et donc, du coup, le fait que ça te rattrape, tu vas te faire défoncer, en fait. C'est tôt ou tard, mais ça arrivera tôt ou tard dès que tu fais de la merde et tout. Ça arrive, en fait. C'est une épée de Damoclès. C'est comme ça. Et c'est évident, parce qu'aujourd'hui, t'as toujours un mec qui va aller rechercher l'info. T'as toujours des acharnés, en fait. Tu vois, le mec qui va dire, je sais pas, mais
Moi, je sais pas, tu vois ces petits montages de discours politiques que les mecs font, qui retrouvent sur les 10 dernières années. Moi, je sais pas comment les mecs ils font des trucs comme ça. Parce que je me dis, mais t'imagines les heures qui passent. Ben ouais, en fait, t'as des mecs qui passent des heures à ça. Il va les retrouver, par exemple, dans mon podcast numéro 7, la phrase que j'ai dite, qui va être peut-être contre-intuitive, avec le podcast numéro 182, où j'ai dit machin à la seconde 7, tu vois. Enfin, les mecs, c'est des tarés. Et en plus de ça, je te dis ça parce que dès lors que tu mens, t'es foutu. Maintenant, il y a autre chose que les gens oublient. Et là, je te le donne en fin de podcast, c'est que il y a des choses qui sont vraies et que tu dis, mais qui correspondent à des contextes. Et ça, les gens les oublient. Par exemple, moi, il y a des choses que je peux dire sur mes podcasts qui sont totalement vraies en fonction d'un contexte, et où je vais dire totalement l'inverse en fonction d'un autre contexte. Et ça, c'est le plus dur à capter quand t'écoutes, ou même mes salariés, ils me disent, oui, mais là, quand même, c'est un peu incohérent. Pas du tout, c'est pas incohérent, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une phrase que mon associé disait, que j'ai retenue, et je trouve qu'elle est très bonne, c'est le jour où je pourrai plus expliquer ou pourquoi j'ai pris cette décision ou pourquoi je te dis ça, et ben ce sera le jour où tu auras forcément en fait raison. Et donc ça ne peut pas arriver puisque je ne mens pas. Et si je mentais, bah ouais, à un moment donné je me ferais piéger en fait. Et c'est ça qui est assez génial. C'est qu'en fait, tous ceux qui étaient là avant ne mentaient pas. Alors que tous ceux qui sont là après 2015, ils ont commencé à montrer des muscles alors qu'ils en avaient pas, tu vois. Enfin je veux dire, regarde, moi si je me mets torse-poil, je vais pas gonfler les muscles et dire, ah regarde, je fais du sport. Et, tu vois, c'est un peu le même truc en fait. Enfin, quand c'est visuel, tu te dis, ah oui c'est évident, mais quand c'est de la formation, de l'information, tu te dis c'est pas si évident, et c'est très dur. Et tu verras, j'en suis certain, qu'on va aller vers des guerres entre certaines personnes, on va aller vers des lois qui vont s'édifier pour certains sujets, j'en suis convaincu. Et pour une raison simple, c'est parce que ça se passe toujours comme ça. Et j'en ai des exemples, mais je vais pas faire ce podcast trop long, je pourrais te parler encore 10 minutes de plus pour t'expliquer d'autres exemples dans d'autres secteurs. Mais le secteur de la formation, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé en 2015. Trop de gens sont arrivés derrière, ont trop fait de la merde. Mais sache que ceux qui restent, ceux qui sont toujours là en 2020, ça reste ceux qui sont bons. Et je vais terminer sur une note positive. Le podcast est vraiment long. La note positive, c'est celle-ci. Aujourd'hui, dans le milieu des formateurs en ligne, j'ai l'impression, c'est mon impression, qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de boulets, parce que tous se sont essuyés là-dessus, tous font sur d'autres choses. Et donc en fait, ils se sont rendus compte à force que c'était peut-être pas le plus lucratif, c'était pas le plus simple, etc. Sauf qu'en fait, les gens foncent dans la formation en ligne pensant que c'est quelque chose qui va rapporter énormément d'argent. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut savoir quand même créer des contenus. Tu vois, moi je fais un contenu par jour. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait un contenu par jour. C'est dur à faire un contenu par jour. C'est pas tout le monde qui fait une formation par semaine. C'est dur à tenir la cadence, tu vois. Avoir les idées, créer les méthodes, essayer de comprendre et tout. Et c'est ça qui est top. Et tu vois, moi j'ai un canal par exemple WhatsApp qui me permet ou même Telegram, qui permet de donner des idées de formation. C'est-à-dire que moi il y a des choses que j'ai l'habitude de faire. Je vais te donner un exemple d'une formation. Il y a un gars récemment qui m'a demandé comment j'ai fait pour cacher mon nom sur ma SASU sur société.com. Je me suis dit mais sacré bon sujet. C'est une formation. C'est-à-dire combien de personnes veulent éviter d'avoir leur nom? Parce que quand tu commences ta boîte, quand tu commences à vendre des formations, t'es obligé d'avoir une activité. Cette activité au début, vu que tu sais pas ce qu'elle va donner et que t'as pas de bureau et que tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu la mets chez toi. Et t'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne, tu vois. Alors je vais pas te faire un discours de vente, attention, mais c'est pour te dire que voilà, ouais, ça je sais faire parce que je l'ai fait, et c'est pas une idée de formation qui m'est venue dans mes thématiques. Et cette personne m'a posé cette question, et je me suis dit, mais c'est un sacré truc intéressant à développer, tu vois, au moins à expliquer. Alors peut-être j'en ferai un truc gratuit, peut-être j'en ferai un truc payant, je sais pas encore, ça va dépendre si j'arrive à organiser ça sur un podcast ou plutôt sur une formation vidéo. Je pense que ce sera plus forcément de la vidéo, donc une formation, mais c'est vraiment pour te dire qu'il y a énormément à faire, tu vois, quand tu communiques avec les gens. Et la plupart des formateurs arnaqueurs ne communiquent pas avec les gens. C'est toujours un service client, ils ont délégué. Moi, on me demande souvent pourquoi je délègue pas mon support, mais parce que je veux rester en contact avec toi qui me pose une question, tu vois. Et même maintenant, je t'ai préparé un canal Telegram qui est dans la description, comme tu le sais, où justement, je vais partager un peu des vidéos, des images, des machins, tout ça. C'est assez nouveau, je m'y mets. C'est pas que c'est la mode. Enfin, si, c'est un peu la mode, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, le canal Telegram, tu peux faire beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup plus adapté à ce que je souhaitais. Et j'ai ouvert ça il y a pas longtemps, je me suis dit mais oui c'est exactement ça, plutôt que de faire ça sur WhatsApp, c'est vrai qu'à côté WhatsApp c'est de la dope quoi. Donc clairement je t'invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Et puis ensuite, si tu veux savoir comment déceler les formateurs, comment savoir qui est un bon formateur, qui est un mauvais formateur, pourquoi tu vas te faire arnaquer, comment est-ce que tu peux en fait tout simplement déceler une formation arnaque, je t'ai préparé la méthode, elle est dans la description, ça s'appelle comment déceler une formation arnaque. Je te l'ai mise payante bien sûr, mais après accessible, que tu vas pouvoir vraiment acquérir pour pas cher, enfin par rapport à d'habitude en tout cas. Peut-être que pour toi ça sera trop cher, mais de toute façon c'est toujours trop cher, mais peu importe. En tout cas, ce que je te garantis un truc avec ça, c'est que l'argent que tu dépenses chez des formateurs où tu t'es fait
fait déjà arnaquer peut-être des centaines, peut-être des milliers d'euros, et ben c'est cette thune que tu as perdue aujourd'hui avec le prix que je te propose, bah tu ne perdras plus d'argent avec ces formateurs-là. Tu vas être capable de déceler des bonnes formations, des bons formateurs, et dès que tu vas acheter, ça fera mouche. Et le prix que tu vas payer pour la formation que je t'ai proposée là, qui s'appelle Comment déceler une formation arnaque, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Meilleur que n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si tu prends pas ça, ce qui va se passer, c'est que peut-être dans 2 semaines, dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, tu vas prendre une formation, et ce sera une arnaque, et tu seras déçu. Et ben je vais t'empêcher ça, et je vais te montrer comment. J'ai préparé une méthode qui est à moi, je l'ai pas mise gratuite parce qu'en plus c'est une méthode qui me correspond, qui est à moi, que j'utilise. Je te partage tout, et je vais te montrer comment tu vas faire pour éviter de te faire arnaquer. Ça s'appelle Comment déceler une formation arnaque, c'est dans la description, je te laisse cliquer sur le lien, puis je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.